Devant le jury, c'est Madame Djibebla Wafa, donc dans le cadre de la soutenance de votre thèse de doctorat en troisième cycle, qui s'intitule « Étude du comportement des murs de soutènement en sol stabilisé uniquement ». Mécaniquement. Donc le jury est composé de notre invité, M. Msasset Salah, professeur à l'université de Skikda, et M. Lafifi Brahim, MCA à l'université de Guelma, et M. Boutedja Fatah, MCA à l'université de Guelma. Et l'encadreur, c'est M. Nouria, professeur à l'université de Guelma. Ce jury est présidé par moi-même, M. Ouedia, professeur à l'université de Guelma. Donc, un travail que vous avez réalisé à l'université de Guelma sous la direction du professeur Mohamed Salah Nouria, au département du génie civil et hydraulique. Donc, vous avez 30 minutes pour nous exposer l'essentiel de vos résultats. Donc, nous vous prions de respecter ce temps. Et à vous la parole et bonne chance. Merci, Monsieur le Président. Honorables assistants et assistantes, Monsieur le membre du jury. Oui. Bon, Monsieur le membre du jury, honorables assistants et assistantes, bonjour à tous. Avant de commencer de retracer les principales étapes de cette recherche qui nous rassemble aujourd'hui, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir consacré votre temps de lire et d'évaluer mon travail. Bon, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon travail de fin d'études intitulé « Étude du comportement des murs de soutènement en sol stabilisé mécaniquement », présenté par moi-même, Djibebla Wafa, et sous la direction du professeur Nouria. Avant tout développement, il convient de situer notre problématique dans son cadre général, tout en soulignant l'intérêt de ce sujet. Le présent sujet est consacré à la modélisation numérique d'un mur de soutènement apparemment continu, en sol renforcé par géogrid. Le but de ce travail est de mettre en évidence l'influence de quelques paramètres géométriques et mécaniques et d'analyser numériquement les forces axiales maximales dans les couches du renforcement et les déplacements latéraux du parement. Pour bien saisir les finalités de cette présentation, on va suivre le plan suivant. Notre exposé est divisé en 4 parties essentielles. La première partie, ce sera une introduction générale. En premier temps, on va parler des généralités sur les murs de soutènement en sol stabilisé mécaniquement. Ensuite, on va donner quelques notions et des notes sur les géosynthétiques. Et bien sûr, on va parler brièvement de dimensionnement des murs de soutènement en sol renforcé. La deuxième partie est consacrée à la présentation du logiciel utilisé et le modèle adopté plus la validation. La troisième partie contient les résultats concernant l'influence des propriétés géométriques, l'influence de l'application d'une surcharge uniforme et l'influence des propriétés de l'interface. Enfin, ce travail s'achèvera par une conclusion générale. Donc, on va commencer par des généralités sur les murs de soutènement en sol stabilisé mécaniquement. En fait, cette technique n'est pas récente, elle existe déjà depuis le 4e et le 5e siècle devant Jésus-Christ. Les constructeurs utilisaient des produits naturels pour renforcer le sol, tels que les plantes, les bambous et les arbres, etc. Deux structures peuvent être aujourd'hui visitées dans le monde. Il s'agit de la ziggourate située en Irak et la Grande Muraille de la Chine. Puis, cette technique a connu un large développement dans le domaine du génie civil. Ce développement a été marqué par la chronologie suivante. En 1963, l'invention de la terre armée par Henry Vidal. Henry Vidal, c'est un ingénieur des ponts et chaussées en France. Il a publié ses recherches la première fois concernant le renforcement d'un château de sable sur une plage avec des aiguilles de pain.
De cette idée est née la technique des structures en sol renforcé. Bon, bref, en 1965, le premier mur de soutènement en sol renforcé est construit en France. Le parement est métallique et les armatures sont des plats en acier lisse. Entre 1968 et 1969, le premier groupe de constructeurs en sol renforcé est construit sur une route en France. En 1971, l'invention de parements avec des écailles en béton. En 1971, le commencement de l'utilisation des géosynthétiques dans le renforcement des sols. En 1978, environ 2000 ouvrages en sol renforcé construits dans le monde. Donc, c'est quoi un mur de soutènement en sol stabilisé mécaniquement? La technique de construction est basée sur l'association d'un remblai compacté et des couches de renforcement, soit métalliques ou synthétiques, liées à un parement. Pour mieux comprendre les compositions de cette structure, on va présenter cette figure. Donc, on a un parement continu et un remblai de sol granulaire. Le sol renforcé, c'est un remblai technique et le sol non renforcé, c'est un remblai général, et des couches de renforcement. Les domaines d'utilisation des murs en sol renforcé, les infrastructures routières, les voies ferrées, les ouvrages hydrauliques, les projets de reconstruction, les barrages, les constructions de décharges et protection contre les chutes de pierres. Les avantages de ces structures, la grande souplesse du massif qui peut supporter des déformations importantes, grande résistance vis-à-vis des efforts statiques et dynamiques, la possibilité d'utiliser des éléments préfabriqués, l'aspect esthétique et la possibilité d'atteindre des hauteurs importantes. On passe maintenant aux géosynthétiques. Les géosynthétiques sont spécialement fabriqués pour être utilisés dans des applications géotechniques, géoenvironnementales, hydrauliques et d'énergie des transports. Ce sont des produits à base polymère synthétique ou naturelle, sous forme de nappes, bandes ou structures tridimensionnelles, utilisées en contact avec le sol dans le domaine de géotechnique. Les géosynthétiques peuvent être utilisés comme un matériau de drainage ou de filtration, de séparation ou de renforcement. Dans le cas d'utiliser les géosynthétiques comme un matériau de renforcement, ils sont principalement utilisés pour améliorer la qualité des sols, fournir une résistance au cisaillement supplémentaire dans la masse du sol à travers la force de traction dans les couches de renforcement. Donc, augmentation de la résistance du sol renforcé et réduire les déformations horizontales en augmentant la stabilité globale de la structure. L'utilisation de géosynthétiques comme un matériau de renforcement a considérablement augmenté en raison de plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est le coût. Une étude par Corner qui montre que les murs en sol renforcés par géosynthétiques sont moins chers que les autres, comme montre cette courbe. En plus de sa légèreté, la souplesse, améliorer la réversibilité des ouvrages et l'allongement de leur durée de vie, réserver des ressources naturelles. Les différents types de géosynthétiques, on a les géotextiles, les géomembranes, les géocomposites et les géogris. Le choix de type de géosynthétique se fait en fonction de l'assurance d'une bonne interaction sol-renforcement, la durabilité de l'ouvrage et l'économie, leur résistance à la traction à long terme, le coefficient d'interaction par frottement à l'interface avec le matériau du remblai et la nature du polymère dont ils sont constitués et qu'il doit être compatible avec le matériau du remblai. Dimensionnement des murs de soutènement en sol renforcé. Le dimensionnement est basé sur trois analyses. L'analyse de la stabilité interne, l'analyse de la stabilité externe et l'analyse de la stabilité globale. Ce qui nous intéresse le plus dans cette étude, c'est l'analyse de la stabilité interne. Avant, on va citer les modes de rupture interne qui peuvent être catégorisés en deux concepts. Le premier mode de rupture, c'est la rupture en traction. Elle est provoquée par une fracture ou arrachement des nappes de renforcement.
Elle se produit lorsque la force de traction dans les renforcements dépasse sa valeur ultime. Le deuxième mode de rupture, c'est la rupture de liaison du renforcement. Est causée par un glissement entre le sol et le renforcement dès que la force de traction au niveau de connexion dépasse la résistance au cisaillement de l'interface sol-renforcement. C'est pour cela, l'analyse consiste à déterminer la force de traction maximale Tmax, la ligne de traction maximale et la longueur du renforcement. Commençons par le calcul de force de traction maximale Tmax. La vérification contre la rupture des renforcements se fait à chaque niveau du lit du renforcement. Il faut s'assurer que la résistance à la traction riqueuse TA supérieure à la force maximale de traction qui se développe dans les nappes de renforcement. Donc, Tmax soit inférieur ou égal à TA fois RC, où le RC c'est un coefficient de couverture du renforcement et le TA est donné par la relation suivante. Où les RF, c'est des facteurs de réduction. Ils sont indiqués sur le tableau qui suit. Donc, on prend le cas d'un mur. La force de traction Tmax le long du mur dans chaque couche de renforcement est donnée par Tmax égale à sigma h fois SV, où sigma h c'est la contrainte horizontale du sol renforcé et le SV c'est l'espacement entre les couches du renforcement, où sigma h est donné par cette relation. Dans le cas de renforcement par géosynthétique et un parement vertical, le coefficient de pression latérale Kr est égal au coefficient de la poussée, est donné par cette relation. Donc, le Z, c'est la profondeur de la couche du renforcement. Le H, c'est la hauteur du mur. Phi R, c'est l'angle du frottement du sol renforcé. Gamma R, c'est le poids volumique du sol. La détermination de la ligne de traction maximale. La position des forces de traction maximale dans les nappes de renforcement forme une ligne appelée la ligne de traction maximale ou la surface de la rupture interne, séparant le sol en deux zones. Donc, d'après les normes britanniques, voici comment on détermine la ligne de traction maximale. Donc, on a une zone active située près du parement. Dans cette zone, le sol tend à glisser vers l'extérieur du massif, c'est-à-dire vers le parement, et il est retenu par effort de frottement mobilisé sur les surfaces du couche de renforcement. La zone résistante ou passive, située en arrière de la ligne de traction maximale, dans cette zone, c'est la couche de renforcement qui tend à glisser vers l'extérieur du massif et qui est retenue par les contraintes de cisaillement que le sol exerce sur elle. Donc, voici la localisation de la ligne de traction maximale. La détermination de la longueur du renforcement. La longueur minimale prescrite des éléments de renforcement est donnée par L égale à LA plus LE, où LA c'est la longueur du renforcement dans la zone active et LE la longueur du renforcement dans la zone passive, où LA est donnée par cette relation et LE est donnée par celle-ci. Ce tableau présente les valeurs utilisées pour la résistance à l'arrachement. On prend le cas de Géogris. Donc, on passe par la présentation du logiciel utilisé. Les méthodes numériques qui sont souvent utilisées pour modéliser des ouvrages de soutènement en sol renforcé par géosynthétique sont généralement utilisées pour résoudre des problèmes complexes et elle permet d'analyser la déformation et la stabilité en tout point du modèle dans un temps raisonnable.
La première modélisation numérique des structures en sol renforcé a été effectuée en 1970 sur des modèles simplifiés et par des murs en sol renforcés par des renforcements inextensibles. Le but principal de cette modélisation, c'est la reproduction des résultats expérimentaux. Bon, les méthodes numériques qui sont souvent utilisées pour la modélisation des ouvrages de sol renforcés peuvent être généralement divisées en approche continue, la méthode des éléments finis, ou par la méthode des différences finies. Il existe aussi des différents outils de simulation numérique et parmi ces outils, on a le code de calcul FLAC 2D. Fast-Lagrangian Analysis of Continuum, c'est un logiciel commercial développé par la société américaine Itasca. Il était initialement développé pour les ingénieurs géotechniques et mines parce qu'il offre un large éventail de capacités pour résoudre des problèmes complexes. Le modèle adopté et la validation. Donc, la recherche bibliographique a montré que l'étude du comportement des murs de soutènement en sol stabilisé était l'intérêt de plusieurs chercheurs. Parmi tous les modèles qui existent, on a choisi de réaliser le modèle rapporté par Louis and Hu. Et ce modèle numérique a été choisi aussi par plusieurs chercheurs, soit pour des études soit numériques ou expérimentales, car il présente une bonne caractérisation des matériaux et une bonne séquence de construction. Donc cette figure représente le modèle présenté par Louis and Hu. Voici notre modèle. Bon, on a un parement continu de 6 mètres d'auteur et un remblai renforcé avec 6 couches de géogris. À la base, on a une fondation. Les modèles constitutifs des paramètres mécaniques de la modélisation. Le maillage est déterminé par les données géométriques du modèle étudié, les caractéristiques géotechniques du sol. Pour les conditions aux limites, la base du modèle est fixée dans les deux directions horizontales et verticales. Sur les bords latéraux, seulement les déplacements verticaux sont fixés. Donc, voici le maillage adopté pour notre simulation. On a raffiné le maillage juste à côté du parement pour que le calcul soit précis. Pour les propriétés du sol, le critère de Morcolan est adopté pour modéliser le sol renforcé et non renforcé, respectivement. Le remblai est renforcé par 6 couches de géogris. Bon, les propriétés du tableau du sol est bien détaillées dans ce tableau. Parement et fondation. Le mur est un parement continu en béton de 6 mètres d'auteur et 0,14 mètres d'épaisseur. Le modèle de comportement élastique linéaire est utilisé pour modéliser le parement. La fondation est modélisée comme un matériau élastique pour assurer la stabilité externe du mur. Voici les propriétés du parement et fondation. Pour les renforcements, les couches de géogris sont modélisées à l'aide des éléments câbles élastoplastiques linéaires, une résistance à la compression négligeable et une section transversale équivalente de 0,002 m². La longueur de câble est 4,25 m, qui est approximativement égale à 0,7 h, c'est-à-dire le rapport entre la longueur du renforcement et la hauteur du mur égale à 0,7, et espacé de 1 m verticalement. Voici les propriétés du géogris. Pour les interfaces dans le code de calcul FLAC 2D est caractérisé par un angle de frottement, une cohésion nulle, une rigidité normale et une rigidité au cisaillement. Dans notre simulation, on a 3 interfaces. La première, c'est l'interface sol-parement. Et la deuxième interface sol-fondation et la troisième interface c'est sol-géogris. Dans un premier stage de cette étude, une série d'analyses a été effectuée
pour la validation de notre modèle et pour que notre étude paramétrique soit fiable. Les résultats numériques rapportés toujours par Rouy et Ndou a été choisi aussi par plusieurs chercheurs et parmi ces chercheurs, Vieira et Hall. Voici le modèle rapporté par Vieira et Hall. Donc, dans l'analyse numérique du comportement des murs de soutènement en sol renforcé, les deux paramètres de base sont la force de traction maximale dans les couches de renforcement Tmax et le déplacement latéral du parement X. Avant de vous présenter les résultats de la comparaison, on va juste vous donner un aperçu comment le code de calcul FLAC 2D détermine le Tmax à chaque niveau du géogris. Donc, cette figure représente la comparaison des forces axiales maximales et les déplacements latéraux. On remarque d'après ces courbes que notre résultat est en bon accord avec soit les résultats de Rouy et Ndou à l'aide du code AFENA, c'est un logiciel basé sur la méthode des éléments finis, soit par rapport aux résultats de Vieira et Hall, ils ont utilisé le code de calcul FLAC 2D. Par rapport au Tmax, on voit qu'il y a une légère différence au niveau de la quatrième couche de géogris. Donc, on a justifié cette différence par le mode de modélisation. L'influence des propriétés géométriques. Donc, l'effet de l'angle de frottement du sol du remblai plutôt allant de 30 à 50 degrés sur les forces axiales du renforcement et les déplacements latéraux du mur est présenté sur cette figure. Donc, je m'excuse. D'après les résultats, avec une augmentation de 20 degrés de l'angle de frottement du remblai, c'est-à-dire de 30 à 50 degrés, le déplacement horizontal du mur est réduit presque de 3 fois. Donc, par rapport aux courbes à gauche, on remarque qu'avec l'augmentation de l'angle de frottement, les forces axiales maximales dans les couches du renforcement est réduit. L'effet de la rigidité du renforcement. De nombreuses études, soit expérimentales ou numériques, ont montré que le Tmax augmente avec l'accroissement de leur rigidité, et ce qui est prouvé par la courbe à gauche. On remarque que le Tmax est réduit vraiment avec l'augmentation de leur rigidité, sauf au niveau de la première et la dernière couche.
elle reste presque stable. Par rapport au déplacement latéral du parement, on remarque que le déplacement est réduit avec l'augmentation de la rigidité du renforcement. Effet de module de Young de sol. D'après les résultats, les figures indiquent que le module de Young n'a pas d'impact significatif soit sur le déplacement latéral du parement, soit sur les forces axiales du renforcement. Afin de montrer l'effet de la rigidité sur toujours les forces axiales et le déplacement latéral du parement, on a réalisé une série d'analyses. On considère toujours que le parement est de 6 mètres d'auteur et de 0,14 mètres d'épaisseur. L'influence de la rigidité de parement sur les déplacements latéraux est présentée sur la courbe à droite. On remarque que les déplacements diminuent avec l'augmentation de la rigidité du parement, et par rapport aux forces axiales, on remarque le contraire, c'est-à-dire les forces axiales, ils diminuent avec l'augmentation de la rigidité du parement. Effet de la longueur du géosynthétique. La figure montre l'effet du rapport entre la longueur du renforcement et la hauteur du mur H, c'est-à-dire L sur H, sur la déformation horizontale normalisée. Comme montre cet résultat, la réduction la plus remarquable du mouvement horizontal du mur est dans l'intervalle de L, où le L sur H est varié de 0,3 jusqu'à 0,7. Après cette valeur, la déformation reste presque stable. La raison de l'augmentation du déplacement horizontal maximal du mur, représente l'effet de la longueur du renforcement sur le déplacement du bloc en sol renforcé. Lorsque le rapport L sur H est important, la déformation horizontale est négligeable et une déformation supplémentaire du parement est causée par la déformation de la partie du sol renforcé. Par rapport au Tmax, on remarque que lorsqu'on diminue le rapport L sur H, plutôt il augmente, la Tmax reste presque stable à partir du rapport 0,3 toujours jusqu'à 0,7. Effet de la hauteur du mur. La hauteur du mur a été considérée en considérant plutôt 3 hauteurs du mur, 3 mètres, 6 mètres et 8 mètres. La figure montre l'effet de la hauteur du mur, la rigidité du déplacement latéral du mur et les forces axiales du renforcement. On remarque que le déplacement latéral diminue avec l'augmentation de la hauteur du mur. Donc, l'influence de l'application d'une surcharge uniforme. Donc, certaines analyses numériques ont été effectuées avec différentes surcharges uniformes de 10, 50, 70 et 100 kPa. Cette surcharge est appliquée sur la surface. Donc, d'après cette figure, on remarque que les forces axiales maximales du renforcement et augmente avec l'augmentation de l'application de la surcharge. On remarque d'après cette courbe que l'augmentation de la valeur de la surcharge permet d'augmenter le déplacement latéral du parement à la fin de la construction. L'effet de la largeur de la surface. On a 2 cas à étudier. Le premier, une surcharge uniforme toujours de 10, de 50, 70 et 100 kPa respectivement, sont appliquées sur un bol de 6 mètres de largeur à la surface du sol du remblai renforcé. Le deuxième cas, une surcharge uniforme de 10, 50, 70 et 100 kPa respectivement, appliquée sur une bande de 8 mètres du remblai renforcé. Donc, voici une présentation du cas étudié.
représente l'effet de la largeur de la surcharge uniforme force axiale de renforcement. D'après ces courbes, on remarque que la largeur de l'application d'une force de la surcharge n'a pas d'affect significatif sur les forces axiales maximales. La même chose pour les déplacements latéraux du parement. Effet de la surcharge uniforme par rapport au mur de parement. Donc la première distance c'est 0,5 m et la deuxième c'est 1 m. La figure montre une diminution de la force de renforcement maximale avec l'augmentation de la distance à partir du parement, sauf l'application d'une surcharge uniforme de 10 kPa. Par rapport au déplacement latéral du parement, on remarque qu'il y a une légère différence. Influence de propriété de l'interface. Pour la conception et l'analyse des structures en sol renforcé, le comportement de l'interface entre la structure et le remblai joue un rôle important dans la capacité portante globale du système. La présente partie de notre étude s'intéresse à l'étude numérique de l'influence de choix de l'élément interface sur le comportement d'un mur de soutènement en sol renforcé. Dans cette série d'analyses, on a essayé de modéliser l'interface de deux façons. La première, on a effectué la modélisation avec l'élément interface qui existe déjà dans le code de calcul FLAC 2D. Le deuxième, on a essayé de modéliser la couche d'interface avec une couche fine de sol de 0,05 m d'épaisseur directement derrière le parement. Le sol d'interface a un angle de frottement égal à 20 degrés plutôt et une cohésion nulle. Donc, cette figure représente comment on a modélisé l'interface avec une couche fine de sol. Donc, à partir des résultats obtenus, on peut remarquer qu'il y a une augmentation au niveau des forces axiales dans le cas où l'interface est modélisée comme un élément d'interface. De plus, dans les deux cas, la force de traction maximale se trouve toujours dans la deuxième nappe de GeoGrid à partir de la base. D'après les résultats numériques concernant le déplacement latéral du mur, on remarque que où on a modélisé le sol avec une couche fine, plutôt l'interface avec une couche fine de sol, le déplacement est diminué. Cette figure illustre les déformations sur les nappes de GeoGrid à la fin de la construction. Les résultats montrent un accord satisfaisant entre le cas où l'interface est modélisée en tant que modèle interface qui existe dans le FLAC et avec le cas où on a modélisé l'interface à l'aide d'une couche fine du sol. Effet de propriété de l'interface. Afin d'arriver à une meilleure compréhension de l'effet de l'interface sur le comportement des murs de soutènement en sol renforcé, certaines analyses numériques ont été effectuées avec différents angles de frottement de l'interface entre le sol renforcé et le parement. Ces figures présentent l'effet de l'angle de frottement de l'interface sur les forces axiales maximales. Les résultats montrent clairement que la force axiale maximale dans chaque lit de renforcement diminue avec l'augmentation de l'angle de frottement. De plus, pour chaque valeur de l'angle de frottement, la force de traction maximale se trouve au niveau de la deuxième couche plutôt. On peut observer que le déplacement latéral normalisé diminue avec l'augmentation de l'angle de frottement. Donc on passe aux conclusions. La modélisation numérique est souvent utilisée pour résoudre des problèmes complexes.
Elle permet de comprendre le mécanisme de rupture et l'influence de plusieurs paramètres, d'analyser la stabilité et la déformation en tout point du modèle dans un temps raisonnable. Les résultats numériques de la première partie concernant les paramètres géométriques qui affectent sur le comportement du mur de soutènement en sol renforcé par géogris montrent que le paramètre géométrique le plus important est le rapport entre la longueur des géogris et la hauteur du mur, pour un rapport égal ou supérieur à 0,7. Les murs de soutènement en géosynthétique sont généralement soumis à des charges uniformément réparties. Pour cette raison, cette étude a été entreprise pour évaluer l'effet d'une surcharge uniforme sur la force de traction maximale Tmax et le déplacement horizontal du parement. Les résultats indiquent que la force de traction dans les couches du renforcement Tmax et le déplacement horizontal du parement augmentent avec l'augmentation de la surcharge uniforme. La largeur des différentes surcharges appliquées n'a aucun effet sur la force de traction et sur le déplacement horizontal du parement. On observe clairement que la force de renforcement maximale et le déplacement horizontal diminuent avec l'augmentation de la distance par rapport au panneau de parement continu. Pour la conception et l'analyse des structures en sol renforcé, le comportement de l'interface entre la structure et le remblai joue un rôle important dans la capacité portante globale du système. Les résultats concernant le choix d'éléments interface montrent que les forces axiales maximales augmentent dans le cas où l'interface est modélisée comme un élément interface à l'aide du logiciel FLAC 2D. L'angle de frottement de l'interface présente une faible influence pour le calcul des déplacements ainsi que pour le calcul des forces axiales maximales. Bon, merci pour votre attention.